Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le plaisir d'accueillir ce matin M. Ahmed Benbitour, ancien chef du gouvernement. M. Ahmed Benbitour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la 4e fois à Radio M. Nous visitons l'actualité économique avec vous régulièrement. Nous avons le grand plaisir de bénéficier de vos éclairages. Vous avez été ministre de l'économie, ministre du budget, ministre de l'énergie, Premier ministre, chef du gouvernement à l'époque. Vous avez l'expertise la plus large possible pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre conjoncture. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, évidemment, la dernière fois où on s'était vu, il n'était pas encore, la loi de finances n'avait pas encore été votée. Il y a eu une inflexion dans la politique budgétaire du gouvernement en 2018, relance des dépenses. On est sur un trend à nouveau peut-être d'un déficit supérieur aux prévisions, à 7-8%. Il devait être sur le plan triennal de la task force du gouvernement Sellal, contenu sous les 8%. Peut-être qu'on va aller à la fin de l'année au-delà. Ça va dépendre beaucoup du prix moyen du baril durant l'année. Est-ce que, M. Ahmed Benbitour, vous vous inquiétez particulièrement du fait que le gouvernement ait abandonné la priorité de la maîtrise du déficit budgétaire? On engage cette année la 5e année de déficit consécutif. En fait, je conteste l'appellation. Qu'est-ce que vous appelez déficit Non, pas déficit. Vous avez dit le gouvernement a abandonné la tentative de contenir. Non. Il n'y avait jamais eu de tentative de contenir. Essayons de regarder d'abord. 2016, oui, il y a une loi de finances très, très prudente. Très prudente. Les chiffres sont là pour montrer, parce que vous pouvez faire les lois de finances que vous voulez, les chiffres que vous voulez, les résultats sont là. Ceci dit, je pense que le plus intéressant, c'est d'abord d'expliquer de quoi on parle. C'est quoi un budget ? Si vous le permettez. Bien sûr. Donc, un budget, c'est quoi? C'est des recettes et des dépenses. Ça, c'est connu tout le monde. Les recettes, c'est quoi? C'est les recettes ordinaires et la fiscalité pétrolière. Les recettes ordinaires, c'est la fiscalité ordinaire. Ça veut dire ce qui est retenu sur les salaires, ce qui est retenu, la taxe sur la valeur ajoutée et toutes les taxes qui sont payées par les activités économiques dans le pays. La fiscalité pétrolière est retenue sur les exportations d'hydrocarbures. Les dépenses, il y a les dépenses ordinaires, c'est-à-dire essentiellement quoi dans les dépenses ordinaires? C'est les salaires et les transferts. C'est-à-dire la gestion des hôpitaux, la gestion de ceci, cela, en dehors des salaires, bien sûr, ça, et l'école, etc. Donc ça, c'est la fiscalité et les dépenses ordinaires. Et il y a les dépenses d'équipement, qui sont un investissement sur ce que réalise l'État en tant qu'école, en tant que route, etc., etc. La règle d'or qui a été maintenue pendant longtemps, c'est que la fiscalité ordinaire finance les dépenses ordinaires et que la fiscalité pétrolière est totalement épargnée pour financer les équipements parce qu'elle est prise sur les exportations d'hydrocarbures, donc c'est une ressource non renouvelable. Ça, c'est la règle d'or, qui a été d'ailleurs appliquée pendant assez longtemps en Algérie. On a laissé tomber cette règle d'or. Aujourd'hui, si vous voulez, la fiscalité ordinaire ne couvre que les 2/3 des dépenses ordinaires. Et donc, il y a une partie importante de la fiscalité pétrolière qui devait être épargnée, qui va à la consommation et non pas à l'investissement. Ça, c'est la première règle. La deuxième donnée qui est là aussi, c'est que la fiscalité totale pétrolière et ordinaire ne couvre que 2/3 des dépenses totales. Donc, il y a 1/3 des dépenses totales qui va au déficit. Je voudrais peut-être expliquer juste rapidement la relation entre la fiscalité pétrolière et le taux de change du dinar. Comme j'ai dit, la fiscalité pétrolière est prise sur les exportations d'hydrocarbures. Essayons de prendre un exemple simple. Une société quelconque, Sonatrach ou autre, exporte pour $1 million d'hydrocarbures. Nous avons un contrôle officiel et même un monopole de la Banque centrale sur la devise. Donc, le $1 million arrive à la Banque centrale, qui le transforme en dinars. OK. Si le prix du dollar est 70 dinars, ça donne 70 millions de dollars. S'il est 110, ça donne 110 millions de dollars.
Et c'est comme ça qu'on fait glisser les dinars pour se donner l'illusion d'avoir augmenté les recettes de la fiscalité pétrolière. C'est une simple illusion qui est elle-même... Quand on fait glisser le dinar, ce n'est pas juste pour créer cette illusion, c'est aussi peut-être pour réduire les importations. Un dinar surévalué encourage les importations. Bon, ça c'est une théorie économique qui est très largement dépassée, de dire que les prix varient sur... Nous importons 75% des calories que nous consommons. Donc nous n'avons pas de choix sur la réduction des importations. D'accord ? Et puis, réduction des importations. Comment on peut parler, un gouvernement peut parler de réduction des importations lorsque la facture d'importation de biens et de services est passée de 12 milliards de dollars en 2001 à 68 milliards de dollars en 2014. On peut vous rétorquer effort d'investissement, mise à niveau des infrastructures. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi l'effort d'investissement? Là, il faut aussi bien comprendre ce qu'on entend. Parce que l'investissement dans les équipements n'est pas un investissement productif d'opportunités de travail. C'est l'investissement dans le secteur privé productif qui fait le travail. Les équipements sont là, c'est des infrastructures qui devraient normalement permettre une meilleure efficacité des investissements du secteur privé. Et ça fait longtemps qu'on a appelé à dire réduisons les investissements dans les infrastructures pour les mettre à la disposition des investissements dans le secteur productif. M. Hamid Benmitoul, quand vous dites, vous contestez le fait que je dise que le gouvernement précédent, de celui de Sellal, fait l'esquisse d'une tentative de contenir le déficit. Bien. Est-ce que vous pensez que le régime Bouteflika, parce que la continuité entre les deux gouvernements, celui de Sellal et celui d'Ahmed Yahya, c'est quand même la présidence Bouteflika, a pris le pari de vivre avec un déficit budgétaire sur la longue durée. Est-ce que vous considérez qu'on a intégré cela et qu'on va s'adapter à cela? Alors, on va essayer de regarder quelles sont les données avant et après. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il faut bien noter que depuis 2006, nous sommes en baisse du volume des exportations des hydrocarbures. Il y avait une crise des volumes déjà. D'accord. 2006-2011, la baisse était de 25,6%. Mais comme il y a eu une augmentation des prix de 77%, ça a caché. Et donc, ils étaient sur l'illusion qu'on va rester sur des prix élevés. Et donc, quand j'avais dit en 2011, rappelez-vous, en 2011, j'avais dit attention, en 2017, nous allons être en pénurie de moyens de financement. Et donc, c'est à partir de 2011 qu'il faut se préparer à faire face à 2017. Parce que quelle que soit la qualité des gens qui gouvernent, quelle que soit la qualité des programmes qu'ils mettent en œuvre, il faut un minimum de 5 ans pour commencer à accueillir les premiers fruits. D'une nouvelle politique. Ces gens-là, ils ont une politique de que sais-je, ils ont dit il est en train de faire aux gens que ça va très bien. C'est vrai que c'était bien parce qu'il y avait les prix qui ont augmenté de 77%, mais on n'a pas vu que les quantités avaient baissé. Et c'est l'année où le budget de fonctionnement a augmenté de 47% en 2011. Mais ça, c'est un contre-choc, c'est un effet du printemps arabe. Hein. C'était le printemps arabe. À partir du moment où vous entrez dans une politique où vous augmentez le budget de 47% pour n'importe quelle autre raison, sauf la raison de gestion budgétaire, vous êtes entré dans l'augmentation des dépenses. Et donc, il faut y faire face. Là, on est en train de donner des chiffres. Essayons de regarder quelle est la situation aujourd'hui. Les recettes d'exportation en 2013 étaient de 63 milliards de dollars. En 2016, 27 milliards de dollars. Moins que la moitié. Et on restera dans une tendance de recettes autour de 30 milliards de dollars dans le meilleur des cas. Elle sera supérieure cette année. Bon, là aussi, il faut parler de choses. Ça sera supérieur cette année, on n'est pas encore en fin d'année. Hein. Il faut regarder la moyenne annuelle. Moi, je vous dis tout de suite que la moyenne annuelle ne dépassera pas 60 $. Il y a des circonstances particulières. Il y a un froid particulier très fort au nord de l'hémisphère nord. Donc, il y a eu une augmentation. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des situations qui font que les prix vont baisser. Les États-Unis d'Amérique ont autorisé l'exploration à côte Est. Ça va faire, l'exploration va donner des résultats et les résultats vont donner de la production. Au jour d'aujourd'hui, les Américains viennent à discuter avec les Européens pour leur dire « Nous sommes prêts à vous offrir la quantité de gaz que vous voulez ». Un engagement sérieux sur les dates, etc. La seule chose sur laquelle on ne s'engage pas, c'est le prix. Le prix sera le prix du spot le jour où sortira le bateau du port américain. Et donc, il y a maintenant d'autres offreurs
même ce que nous sommes en train, bien sûr, il y a la baisse de la production et l'augmentation de la quantité qui fait qu'il va y avoir la baisse du volume. Mais au-delà de cela, même nos marchés classiques peuvent disparaître lorsqu'il y aura des gens qui viennent leur offrir des situations bien meilleures. Monsieur Bito, ce que vous décrivez là, tous les spécialistes, l'AIE le dit aussi, il y a un risque systémique d'un nouveau krach pétrolier, d'un nouveau contre-choc pour nos pays producteurs dans la perspective des 2-3 ans. Mais sur les 2-3 ans, le désinvestissement des années passées à cause du pétrole pas cher fait qu'aujourd'hui, l'offre n'est pas tout à fait stabilisée. Il y a aussi des pays producteurs de l'OPEP qui ont des difficultés à assurer leurs quotas, etc. Donc, nous, on reste sur l'horizon des 2 ans, 2018, 2019. On peut aller jusqu'à 2020. Sur cet horizon-là, on peut penser que le pétrole va rester relativement stable autour de $70. Vous dites plutôt $60. Comment on peut dealer un budget avec cela? Non, on ne peut pas, justement. C'est ça le problème. Écoute, le déficit sera un tiers des dépenses. Il va continuer. Qui va continuer, bien entendu. Parce qu'il n'y a aucune... Qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses? Les dépenses ordinaires, c'est les salaires. On ne peut pas baisser les salaires. Il y a les transferts. Il y a les transferts. On ne peut pas les toucher. On ne va pas fermer les écoles. Il y a eu cette valse hésitation autour des subventions. On veut changer de modèle de subvention pour faire en sorte que la part des transferts dits subventions non explicites passe de 13% du PIB aujourd'hui, ou il y a 2 ans, à, on va dire en gros, 5%. Et il y a eu donc cette tentative de donner de l'argent à des catégories ciblées et de supprimer des subventions, notamment sur les carburants et l'électricité. Écoutez, on ne va pas parler de tentative, on va parler de la réalité des choses. La réalité des choses, vous l'avez déjà annoncé vous-même, il y a eu une augmentation, par exemple, des dépenses de fonctionnement de 47% en une seule année. Cette gouvernance qui fait 47% en une année, ce n'est pas celle-là qui va toucher aux transferts sociaux. Et ce n'est pas une raison valable de toutes les façons pour toucher aux transferts sociaux. Maintenant, si on veut parler de comment financer ce déficit, ça, c'est une autre question. Alors, on va y arriver, c'est vers ça qu'on allait. D'accord. Alors, il y a eu, là aussi, on va parler de tentative, mais celle-là, elle est factuelle, c'est pas juste une tentative virtuelle, c'est de mobiliser l'épargne domestique. Il y a eu ce fameux emprunt national pour la croissance en 2016, c'est un peu plus de 500 milliards de dinars collectés par le Trésor. Vous vous dites, il y a encore des poches, il y a encore des possibilités de mobiliser de l'épargne domestique pour financer le déficit? Il y a bien sûr, mais ça, à ce moment-là, même avec le truc qui a été fait, ça n'a pas été fait avec... L'emprunt souverain. Ça n'a pas été fait avec une volonté d'encourager les gens à l'épargne. Ça a été presque fait, tel projet, hop, c'est comme ça que ça s'est passé. La réalité, elle est là, il ne faut pas la cacher. Donc, ces 500 milliards de dollars, c'est quoi? C'est pour ça je dis que s'il n'y a pas une nouvelle politique, une nouvelle gouvernance, on ne peut pas aller plus loin. Il y a des voix qui sont exprimées ici pour dire on se trompe sur le bas de laine des Algériens. Il y a une lecture un peu peut-être trop optimiste et on croit qu'il y a beaucoup de réserves d'épargne domestique, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Non, quand je parle y compris en intégrant l'informel. Hein. Oui, bon. Peut-être qu'on abordera la question de l'informel. Sauf si vous voulez l'aborder. Oui, on peut l'aborder cette semaine. Il y a eu une directive, un règlement de la Banque d'Algérie la semaine dernière, on est dans l'actualité, qui invite les banques primaires à ne plus être regardantes sur l'origine des fonds quand on vient de déposer de l'argent, à ne plus embêter les déposants, dire ça c'est le problème du TRACFIN, c'est pas le problème du banquier. Le banquier il prend l'épargne et après les autorités judiciaires, financières qui doivent vérifier l'origine de ces fonds font leur travail. Est-ce que c'est pas quand même le signe qu'il y a une inflexion, qu'on essaie maintenant d'aller un peu chercher un peu plus cet argent de l'informel et de l'introduire dans le circuit? Oui, ça c'est encore une fois, il faut bien comprendre. Les politiques d'épargne sont connues. Il faut encourager les épargnants. La première question de l'épargne, c'est la confiance dans ceux qui on dépose notre épargne. Bien sûr. Ça, c'est le premier élément qu'il faut considérer. Maintenant, le marché parallèle. Il faut bien comprendre que le marché parallèle a le monopole sur la distribution des produits essentiels à la consommation. Vous allez n'importe quel endroit sur le territoire, c'est le marché parallèle qui maîtrise la distribution et qui fonctionne assez bien. Donc, quand on veut lutter contre le marché parallèle, il faut bien comprendre qu'on va toucher au modèle de distribution des produits essentiels. Est-ce qu'on a une solution de rechange? Il faut penser à une solution de rechange. Mais dans les conditions actuelles, ce n'est pas par des politiques d'interdiction qu'on va pouvoir fermer le marché parallèle. Parce qu'à ce moment-là, ce sera
Cette fois-ci, la non-disponibilité des produits sur l'ensemble des territoires. Parce que au jour d'aujourd'hui, il faut bien le voir, un commerçant qui se trouve à 10 000 ou 2 000 km au sud du pays, il prend son téléphone portable, il appelle son correspondant à Sétif, il lui dit « j'ai besoin de 10 tonnes de produits, de tel produit, tel produit, tel produit », et demain, dans la journée, les produits sont chez lui. Il paye bien sûr en cash. C'est ça le parallèle. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie, beaucoup de l'activité économique qui ne passe pas par la fiscalité. Donc, il y a là une source de fiscalité. Mais cette source de fiscalité ne peut venir que s'il y a une véritable réglementation du circuit de distribution des produits de première nécessité. Alors, une question technique, là, rapidement, pour intégrer le secteur de la distribution, qui est effectivement celui qui domine la distribution, enfin, le secteur informel de la distribution, il y a eu une proposition récurrente qui passe tout le temps, c'est le cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise qui la propose, mais je pense que le FCE l'a reprise dans un de ses documents, supprimer la TAP de 2% qui est appliquée à la distribution, la taxe d'activité professionnelle qui est appliquée au chiffre d'affaires. Et les enquêtes de terrain l'ont montré. C'est cette taxe-là, plus que la TVA, bien plus que la TVA, qui fait fuir l'informel parce qu'elle est appliquée et il ne reste plus de marge aux distributeurs. Est-ce que vous y êtes favorable, M. Benbitoun? Juste une question. Non, je ne sais pas encore une fois, je ne connais pas l'incidence. On n'a aucune idée de l'incidence. Deuxièmement, je suis contre ces politiques qui consistent toujours à interdire, à faire, à ne pas faire. Il faut encourager, il faut aller dans le secteur réel et non pas dans le secteur financier pour régler les problèmes du secteur réel. Bien. Alors que, de toutes les façons, le secteur financier est bien défaillant. Nous avons essayé de trouver des solutions quand j'étais ministre des Finances et on ne m'a pas laissé aller plus loin que ce qu'il fallait faire. Alors, collecter l'épargne domestique pour financer, on voit qu'on commence à arriver un peu aux limites de ce processus. Le gouvernement, le pouvoir politique a choisi de recourir à une autre démarche. C'est le financement non conventionnel qui a été voté donc, à la fin de l'année dernière. Vous avez annoncé que c'était un peu la boîte de Pandore qui était ouverte et que on pouvait très vite, ça pouvait déraper. Est-ce que vous avez le sentiment que les montants qui ont été libérés, on parle de 5 000 milliards de dinars pour des opérations précises, est-ce que vous avez le sentiment que on est juste en train de financer de la création monétaire, enfin on est en train de faire de la création monétaire qui risque de nous amener à l'hyperinflation. Vous l'avez dit sur ce plateau, jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas dire que ça soit confirmé complètement. Est-ce que comment ça peut se... Alors, d'abord, financier non conventionnel, il faut bien dire les choses. Techniquement, c'est le financement monétaire. Absolument. C'est-à-dire que vous financez un découvert sans qu'il y ait de contrepartie en dépôt. D'accord? Donc, c'est de la création monétaire pure. Il y a bien sûr d'autres modèles de financement qui peuvent être faits. Par exemple, il y a les bons du Trésor, les bons d'équipement, demander aux particuliers de participer à une grande campagne avec des bons du Trésor, bons d'équipement, etc. Là, on a choisi la plus facile, le financement monétaire. Et dans le financement monétaire, on a choisi les avances de la Banque centrale. Parce que même dans le financement monétaire, on peut demander aux banques commerciales de prendre des bons d'équipement et des bons du Trésor pour financer le déficit. Et à ce moment-là, il va y avoir deux problèmes. Ou on ne les encourage pas à financer le secteur privé. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'effet d'éviction. C'est-à-dire l'épargne qui devait aller à l'investissement productif va aller à l'investissement public, qui n'est pas producteur d'emplois, comme je l'ai toujours dit. D'accord. Ou bien, à ce moment-là, on laisse faire et ça va être toujours de la création monétaire. Donc, nous sommes dans une situation difficile. Il n'y a pas d'autre solution dans cette gouvernance. C'est ça. Mais de là à dire qu'il n'y a pas... Est-ce que ce n'est pas un moindre mal? Par exemple, par rapport à l'endettement extérieur. Non, l'endettement extérieur est impossible. Impossible. L'endettement extérieur, il faut démontrer votre capacité de rembourser. À l'extérieur, on ne peut rembourser que par les exportations d'hydrocarbures. Et tout le monde sait que nous sommes en baisse tendancielle de nos recettes d'exportation d'hydrocarbures. Donc, si elles permettent de couvrir une bonne partie de la balance commerciale, c'est déjà très bien. De là à dégager de l'épargne pour rembourser la dette, je crois qu'on ne sera pas là et personne ne prête. Donc, ça, il faut l'enlever. Enfin, s'il faut l'enlever, il n'est pas faisable, il n'est pas réalisable. On ne trouvera pas quelqu'un qui va nous prêter de l'argent pour financer.
Qu'est-ce qui reste alors? Alors, nous parlons de l'inflation. L'inflation, à un chiffre, c'est de 1 à 9. À deux chiffres, de 10 à 99. Et à deux chiffres, à partir de 100%. À trois chiffres à partir de 100%. À trois chiffres, à partir de 100%. J'avais dit que l'inflation serait à 3 et peut-être même ça pourrait aller à 4. À 3, il y est. Si vous allez sur le marché, regardez les prix de tous les produits de première consommation qui ne sont pas ceux qui sont autour de la semoule et la farine, et vous allez voir que les prix, par rapport à 2016, ils ont doublé. Donc nous sommes déjà dans les temps. On a un problème méthodologique, Oui. Ahmed Ben Bitour. Oui, c'est celui de l'identification du panier comment on établit l'inflation. Bon, l'ONS a un système de pondération qui est très vieux, qui n'a pas été remis à jour. Vous dites, sur l'essentiel des produits que la ménagère achète, il y a déjà une inflation à 3 chiffres. Oui, double. Les prix ont doublé. Alors, il y a les produits frais, il y a les produits Exactement. Tout ça ont doublé entre 2016 et 2018. Tout ça. Enfin, c'est du moins ce que je constate sur le marché. Si on prend d'autres postes de dépenses, allez l'électroménager, la téléphonie, parce que les Algériens ne font pas que manger, Dieu merci. On est dans la tranche des pays à revenus intermédiaires, dans le lot des 60 premiers d'ailleurs dans le monde. Donc c'est un peu plus sophistiqué que ça. Ils ont des frais de transport, ils ont des frais un peu moins culturels, ils ont de l'équipement ménager, ils ont des frais de voyage. Voilà. Si on intègre tout cela, le frais de transport, le carburant a bougé, mais pas dans la proportion que vous indiquez. Donc, si on pondère avec les autres postes de dépenses, en dehors des produits frais... Pondérant, regardons ce qui est importé. On a dit que 75% des calories consommées sont importées. Et quel a été le taux de change du dinar en 2016 et quel est aujourd'hui? Donc, vous voyez bien que automatiquement, c'est ce qui est automatique. Et comme c'est une création monétaire pure, elle a aussi un effet inflationniste. Ce que je veux dire là, c'est que ces chiffres-là sont aujourd'hui, parce qu'on vient seulement de commencer par faire la création monétaire, financement par on est au début. D'accord, tout au début. Donc attendez la fin 2018 et 2019 et vous verrez ce qu'il en serait. Monsieur Ahmed Ben Bitour, est-ce que dans l'arbitrage que tout gouvernement fait face à une crise de ce type, laisser filer le chômage ou laisser filer l'inflation, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a plus penché pour éviter qu'il y ait plus de chômage et laisser filer l'inflation, ou est-ce que vous vous attendez à ce que ce soit l'inverse dans les prochains mois? On peut rarement faire les deux en même temps, vous êtes d'accord? Là, bien sûr, mais on n'a rien fait pour arrêter le chômage. Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter le chômage? On a à nouveau relancé le budget d'équipement pour 2018 pour payer les sociétés de... Est-ce que vous avez le chiffre du budget d'équipement de 2018 par rapport à celui de 2017? 4 000 milliards. Et l'autre? Il a augmenté. Celui de cette année a augmenté. À peine de quelques pourcents. Il ne faut pas aller trop loin. En fait, il est revenu au niveau d'avant la baisse. Voilà, à l'ICNOR. Voilà, très bien. C'est ça. Et ensuite, encore une fois, les investissements dans les infrastructures sont créateurs d'emplois temporaires. Pour lutter contre le chômage, donc, parce qu'il faut bien comprendre, pour lutter contre le chômage, il faut des investissements dans le secteur privé productif. Et ça ne se fait pas. Gardez à l'esprit qu'à partir de maintenant, il va y avoir 300 000 diplômés universitaires qui vont sortir chaque année. Qu'est-ce qu'on va faire pour créer de l'emploi pour ces 300 000 diplômés universitaires? Alors là, nous arrivons au cœur du problème. Vous avez été chef du gouvernement, vous avez été Premier ministre, donc chef du gouvernement de monsieur le président Bouteflika, donc vous connaissez le personnage. Les gens pensaient qu'il allait être favorable à l'investissement du privé. Enfin, une catégorie de personnes qui l'a peut-être soutenu, les Occidentaux d'ailleurs en partie, etc., notamment pour l'investissement étranger et tout ça. Et à partir on va dire, du troisième mandat, la LFC de 2009, il y a un tournement et un virage un peu hostile. Il y a eu l'affaire Djizi, il y a eu ensuite avec le privé algérien des accrochages. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une démarche quasiment sélective dans l'investissement. Quasiment, il y a de l'éviction. Par exemple, on voit le groupe Cévital qui a des investissements bloqués. Il y a notamment l'investissement de Bdjaria qui est au-delà de 400 jours. Quand on est en situation de rareté, quand l'État n'arrive pas à investir, à produire de l'emploi, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas le bon instrument. Oui. En principe, on s'appuie sur le privé. Oui. Pourquoi le régime de Bouteflika aujourd'hui il est comme ça? C'est-à-dire, c'est contre ses intérêts. Il a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissements privés et à ce que le Trésor en profite, l'emploi en profite, les Algériens en profitent. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et surtout un investissement dans la petite et moyenne entreprise, parce qu'il faut des instruments. Moi, j'avais appelé à créer des banques d'affaires. On n'a rien fait en banque d'affaires. J'avais appelé à créer des fonds d'investissement pour encourager l'investissement. J'avais appelé à créer des pôles régionaux d'investissement. Ne pas laisser toutes les décisions centralisées à Alger.
Ça, ce sont les instruments. Si vous ne mettez pas les instruments, comment vous allez avancer? Or, ils refusent totalement tout ce qui est instrument possible pour créer l'investissement privé non décidé par le haut. Parce que j'ai l'impression que dans leur tête, il faut qu'ils décident de tout. Et alors, donc, même moi, si demain je vais investir 1000 dinars sur quelque chose, il faut que j'aille avoir l'autorisation du principal décideur. Alors, on est d'accord, c'est organisé de cette façon-là, notamment à travers le CNI, le Conseil national d'investissement, qui est une sorte de verrou par lequel il faut passer pour les grands investissements. Est-ce que c'est une option idéologique ou est-ce que c'est une option affairiste? Parce que nous, on ne peut pas ne pas se poser la question. Bouteflika, quand il y a un investissement important, il y a toujours des hommes proches de lui qui sont en général pas loin de cet investissement. Dans le cas de Cevital, peut-être que les gens de Cevital ne le disent pas ouvertement. Nous, on sait qu'il y a un investissement concurrent, celui de M. Kouninef, qui est proche de Saïd Bouteflika, qui est à Jijel, sur le port de Djenjen, qui est en retard d'ailleurs. Et donc, tout le monde sait que Cevital est bloqué le temps que cet investissement sur la trituration oléagineuse puisse se développer. Est-ce que c'est un modèle d'affaires? On a vu en Tunisie, je suis un peu lent, je vais quand même poser la question, on a vu en Tunisie que ça avait coûté à Ben Ali. Parce qu'il était dans le régime Ben Ali était dans cette démarche, avec Madame Ben Ali, l'État Belsi, de sélectionner l'investissement du privé et d'être actionnaire ou de favoriser les projets qui sont ceux des amis. Est-ce que c'est un modèle en Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça que ça fonctionne? Nous sommes dans une situation pire. Rappelez-vous, j'avais parlé de l'état déliquescent. Et que j'avais dit que parmi les critères d'un État déliquescent, c'est un nombre très restreint d'individus qui prennent les décisions à la place des institutions habilitées. Or, nous sommes totalement dans un État déliquescent. Et en plus, le cinquième critère d'un État déliquescent, c'est l'émiettement des pôles au sommet de la hiérarchie de l'État. C'est-à-dire que donc, quand vous êtes dans cette situation, vous ne pouvez pas prendre les décisions. Ou quand vous prenez des décisions prises par un nombre restreint d'individus qui ne portent pas sur l'intérêt du pays. Voilà le problème. C'est ça, en fait. Oui, mais c'est pour ça, je peux dire et confirmer encore une fois ce que j'avais toujours dit, sans changement de système de gouvernance, on ne peut pas aller très loin. Oui. Mais ça veut dire quoi, quand même, tout ça? Ça veut dire que la crise n'est pas suffisamment grave. Si elle était très grave, peut-être qu'on aurait ouvert. Moi, je connais des investisseurs qui disent que la plus belle période de l'investissement pour le doing business en Algérie, finalement, c'était les années 90. C'était quand on était au plus bas, on était on était en train d'appliquer le plan d'ajustement structurel. On pouvait trouver plus facilement des terrains pour investir, plus facilement de l'accès à l'accès bancaire, parce que l'État avait besoin que le privé investisse. Oui. C'est quand même étrange qu'aujourd'hui, on est en crise, on a une vraie crise avec ce déficit qui se renouvelle d'année en année, et on n'ouvre pas au privé l'investissement. Vous savez très bien quel est le classement de l'Algérie dans le cadre du climat des affaires. Oui. Nous sommes à la 166e place. ما كان من ورانا غير 10 دول و10 دول هذو فيهم الحرب. Oui, pardon, j'ai parlé en arabe. Oui, non, mais on comprend l'arabe sur radio, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, nous sommes à la 166e place. Comment voulez-vous, si vous êtes à la 166e place, qu'un national ou un étranger vienne investir chez vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne règle pas les problèmes d'organisation, de la gouvernance, on ne peut pas aller loin. Et nous tournerons, on reviendra toujours au même point. Lorsqu'un pays est dans un état déliquescent, il ne peut pas aller très loin. Alors, la déliquescence, Cheikh Ahmed Ben Mitoun, vous m'offrez une transition vers le deuxième grand chapitre de notre entretien. Oui. Depuis quelques jours, on parle de plus en plus d'une campagne de main propre. On aimerait y croire, bon, on a un peu de mal quand même, mais on veut bien se prêter au jeu. Et aujourd'hui, semble être traquée cette question des transferts illégaux de capitaux qui, évidemment, affaiblissent l'économie algérienne. Oui. On a entendu parler d'une enquête qui aurait été lancée dans laquelle les hommes d'affaires importants en Algérie seraient impliqués sous toutes conditions. Il n'y a rien de confirmé. C'est le journal Liberté qui en a été le principal écho. Nous avons pu confirmer une partie de ces informations-là, mais il y a des démentis des personnes concernées. On est obligé de tenir compte de ces démentis. Alors, il y a deux grandes explications. Les grands transferts de capitaux, il y a des spécialistes qui disent que c'est devenu un phénomène important, non pas à cause de l'évasion fiscale classique,
j'ai une activité légale, je sous-déclare mes résultats, j'y garde une partie cachée, après je la transforme en devise et je l'exporte à l'étranger. Non pas à cause de, on va dire, le modèle classique de l'évasion fiscale et des transferts, mais à cause d'un nouveau phénomène qui est apparu ces 7, 8, 9 dernières années, qui est celui de la surdéclaration douanière. Les importateurs qui surdéclarent leur importation, qui reçoivent plus de devises à l'étranger pour leur importation et qui récupèrent ces devises-là, ça fait du transfert. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là, d'abord, est dangereux pour l'économie? On parle de 60 millions transférés pour une petite catégorie d'hommes d'affaires. Et puis, comment on peut y faire face? D'accord. Effectivement, je pense que l'essentiel, on a donné les chiffres, passer de 12 à 68 milliards de dollars d'importation, ça ne correspond pas à une réalité physique des produits entrés en Algérie. Donc, il y a certainement de la surfacturation. Et donc, l'essentiel peut-être des transferts se fait là. Il y a aussi le deuxième phénomène, le fait qu'il y a un marché parallèle de la devise qui est légalement accepté. Et donc, les gens changent et transfèrent leur argent essentiellement vers les pays du Dubaï, etc. Ça, c'est connu. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour le premier? Pour le premier, il faut qu'il y ait un certificat de valeur devant chaque conteneur. C'est-à-dire il y a des sociétés spécialisées qui sont présentes dans tous les endroits d'exportation, les ports du monde et les aéroports. Et quand quelqu'un fait entrer un conteneur, il passe par cette société. Bien sûr, le gouvernement algérien passe un contrat avec ces sociétés-là. Il peut prendre 2 ou 3 sociétés, qui a une inspectorate anglaise, qui a une société générale française, suisse, je crois, et ainsi. Donc, il y a des sociétés qui font ça. Donc, vous passez avec eux un contrat et vous exigez à l'arrivée un certificat de valeur. Au moins, le conteneur, il part chez cette société, elle estime la valeur des produits, elle lui donne un certificat de valeur et elle cache le conteneur avec le CD. Le CD, voilà. Et à l'arrivée, donc, les douanes, avant de l'ouvrir, ils ont le certificat de valeur. Ça, ils n'en veulent pas aujourd'hui. Parce que, véritablement, ça découvrirait les capacités de fraude sur la devise. Ça, c'est le premier instant. Ça, c'est une proposition que vous avez faite en 96. Vous étiez aux affaires. Et on m'a accusé de vouloir enlever la souveraineté aux autorités algériennes pour la donner à des sociétés étrangères. Alors que ça n'a rien à voir. C'est des sociétés qui viennent comme employés chez nous et qui donc travaillent sous notre contrôle et sous notre Alors, ça, c'est une réponse, on va dire, en aval, pour essayer de lutter contre la surfacturation. Oui. Mais en amont, quand même, le produit d'appel pour faire de sa surfacturation, c'est le gap immense qu'il y a, 70%, entre le marché, la valeur du dinar officiel et la valeur du dinar sur le marché parallèle. 70%, ça a baissé un petit peu parce que le dinar a encore glissé ces derniers mois. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là, plutôt en amont, qu'il faut traquer? Non, pas du tout. On doit vivre encore avec ce marché dual du dinar? Non, le marché dual, encore une fois, c'est le marché de la devise au marché parallèle qui fait le marché dual. Donc, si vous voulez lutter contre le marché dual, il faut lutter contre le marché parallèle de la devise. Or, aujourd'hui, on autorise les achats de devises sur le marché parallèle. Donc, ce n'est pas ça. Il y a aussi là, vous abordez la question de la convertibilité du dinar. Il faut bien comprendre que la convertibilité du dinar sur la balance commerciale est une excellente chose. Pourquoi? Parce que quand vous rendez le dinar convertible, quelle que soit la valeur qu'il prendrait sur le marché, d'accord, il y a une contrainte physique, c'est que le volume des importations. Si hier vous importez pour $1 000, demain vous ne pouvez pas passer à $2 000 parce qu'il y a une contrainte physique. Tandis que si vous faites la convertibilité au niveau des marchés de capitaux, tous ceux qui ont un compte en dinar en Algérie vont le transformer immédiatement en devise parce qu'ils ont plus confiance dans la devise que dans le dinar. Et les pays qui ont essayé de faire de la convertibilité, qui étaient des pays développés, ça leur a coûté très cher. Il faut garder à l'esprit que la France, par exemple, n'a eu la convertibilité qu'en 1982. Et puis ensuite, ils sont rentrés dans le système monétaire européen, puis l'euro. Voilà, qui est l'euro. Voilà, le SME qui est l'ancêtre de l'euro. Donc la solution ne peut pas venir de la convertibilité dinar au niveau des marchés des capitaux. Oui. Alors, il y a quand même autour de
cet enjeu des transferts illégaux de Oui. capitaux, il y a quand même des enjeux éthiques et politiques. Bien Vous, entendu. ça vous interpelle? Il y a personne qui a été finalement jusqu'à aujourd'hui poursuivi pour cela. On Oui. a eu, par exemple, la litanie des révélations sur le Panama Papers. Il y a, bon, commence à y avoir de moins en... Quand on fait la liste des chefs d'entreprise algériens dont le nom n'est pas apparu, cette liste-là est en train de s'amenuiser parce que de plus en plus, ils sont pour la plupart, ils ont laissé de l'argent de côté. À l'extérieur. Voilà. اسمح لي سي حسن, moi quand je dis que la gouvernance est défaillante, l'État est déliquescent, je ne m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout à ce qui se passe. Année conjoncturelle, immédiat. Oui. C'est pour ça que je ne saurais vous donner une réponse convaincante sur votre question. Oui, mais alors, C'est le comportement des individus. Là. Alors, enfin, nous, on a le sentiment, ça c'est une question qui est à la fois économique et politique, on a le sentiment que le projet du 5e mandat est tellement difficile à faire passer dans l'opinion algérienne aujourd'hui que quelque part dans le régime, on se dit on ne peut pas y aller comme ça, comme si c'était quelque chose de normal. Et donc on doit proposer quelque chose à l'opinion pour dire qu'on est sérieux et on est attentif à votre colère montante, etc. Et cette chose-là, c'est une tentative de moralisation. La tentative de moralisation, c'est pas ça. Ça a démarré avec l'affaire de la cocaïne d'Oran, qui a touché des responsables dans l'appareil sécuritaire, le responsable de la police, la gendarmerie, etc. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que l'opération va plus loin. Est-ce que, dans la gouvernance aujourd'hui, on peut imaginer que, réellement, ce problème des transferts devienne un moyen de moraliser un petit peu la vie publique? La non-moralisation est le résultat d'une gouvernance qui est là depuis 20 ans. Presque 20 ans maintenant. Absolument. D'accord. Donc, ce n'est pas avec cette gouvernance qu'on va moraliser quoi que ce soit. Celui qui fait la défaillance, ce n'est pas celui-là qui peut régler. Il faut bien comprendre. Si des gens, avec un prix du baril à $147, ont mené le pays dans cette situation-là, comment voulez-vous que ces mêmes gens vont pouvoir la redresser à $60? C'est pour ça, en mettant en prison les tricheurs. Hein? Vous mettez... C'est parce que Qu'est-ce que ça changerait? C'est le système de gouvernance totale qu'il faut changer et non pas mettre en... Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas une question de mettre les gens en prison. C'est la question de faire en sorte qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont fait. Eux ou ceux qui ne sont pas en prison, qui ne peuvent plus faire. Et ça, c'est une question de gouvernance. Et donc, cette gouvernance, si cette gouvernance est là depuis 20 ans et a amené le pays dans cette situation, ce n'est pas cette même gouvernance qui va. Effectivement, on peut faire ces petites actions seulement pour détourner le débat sur la question de la faisabilité ou non-faisabilité d'un 5e mandat. Mais ça n'a rien à voir avec une politique sérieuse de lutte contre la corruption. Donc ça ne marchera pas. Parce qu'effectivement, il y a un détournement de l'attention avec ces affaires-là. Bien sûr. On peut s'attendre à ce que ça soit spectaculaire. On est au début de l'été, enfin on est un peu au cœur de l'été maintenant, mais on peut s'attendre à ce qu'il se passe des choses importantes de ce côté-là. Mais vous dites, il ne faut pas que ça nous détourne de l'essentiel. Absolument, tout à fait, tout à fait. Je dis encore et je le répète, une gouvernance qui n'a pas été capable de redresser le pays à $147 le baril. Je parle seulement du côté de la devise. Maintenant, on peut parler aussi du côté de la politique, du côté de la société, du côté de la corruption, etc. Mais déjà, au niveau des entrées capables de faire payer et de faire passer le pays, on ne peut pas le faire avec la même gouvernance. C'est pourquoi il est absolument indispensable pour le redressement du pays d'aller vers une autre gouvernance. Il faut bien comprendre qu'un pays qui a sacrifié le 10e de sa population dans sa guerre d'indépendance nationale, le 6e de sa population dans son opposition à l'envahisseur au 19e siècle, qui a réalisé les 2 plus prestigieuses révolutions nationales de la deuxième moitié du XXe siècle, l'algérienne et la vietnamienne. Un pays qui est le plus large d'Afrique et du monde arabe. Un pays qui a des ressources humaines importantes. J'ai dit 300 000 diplômés universitaires par an. Qui a des ressources matérielles et qui se trouve dans cette situation. Pourquoi? Pour une et unique raison, la mauvaise gouvernance. Donc vous ne pouvez pas faire... Ce pays a énormément de potentialités à condition qu'il y ait la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, elle n'arrive pas, j'espère qu'elle va arriver, elle aura quand même des contraintes supplémentaires. C'est ça la difficulté, c'est qu'après Bouteflika, ça va être très compliqué parce que l'héritage n'est pas bon. Tout à fait, exactement. Ça vous effraie un petit peu, monsieur beaucoup. Parce que je ne voudrais pas créer des intentions comme ça, mais la situation qui va se trouver, c'est que lorsqu'on sera obligé de gérer
des pénuries généralisées parce qu'elles seront là, il n'y a pas de problème à cause de notre dépendance de l'extérieur, à cause de notre pénurie en devises. On sera obligé de gérer et les gens vont se dire كي كانوا الجماعة كانت الحالة مليحة كي جاو هذا فسدوا علينا الأمور. C'est vers ça qu'on peut s'acheminer, effectivement. Oui, effectivement. Oui, mais qui nous le Jama'a, peut-être que le Jama'a, ce sera toujours les mêmes. Ils seront toujours là quand il y aura les pénuries. Tel que c'est parti, ça va être les mêmes. Laisse les payer à ce moment-là, concrètement. Alors, on va finir sur... Ça va être difficile de finir sur une note optimiste. Il y a quand même cette contrainte démographique qui est de retour aujourd'hui. On ne l'avait pas vu venir. Un chiffre qui est sorti la semaine dernière sur l'Algérie dans le lot des pays à la plus grande natalité dans le monde. C'est bien d'un certain côté parce que les Algériens sont redevenus optimistes sur l'avenir parce qu'après les années 90 et tout ce qui s'est passé, on avait baissé, on était à la fin de la transition démographique. Et aujourd'hui, il y a un rebond, 3,1 de taux de fécondité pour les femmes. On est passé de 2,4 à 3,1 en l'espace de moins de 10 ans. C'est assez spectaculaire. Comment vous dites que c'est une nouvelle contrainte, mais visiblement personne ne la regarde sérieusement? Non, c'est exactement. Nous avons espéré justement que comme il y avait cette détente entre 2000 et 2020, qui était prévu, donc, où le plus grand nombre d'habitants sera en capacité de travail. Donc, le problème qui va se poser aujourd'hui, avec le plus grand nombre de capacités qui ont travail, est au chômage. Zid l'umbad, les gens qui viennent venir avec un taux de croissance élevé, il va y avoir, à partir des années 30, des années 40, encore beaucoup plus de gens sur le marché de travail. Et ça va être une situation extrêmement difficile à gérer. Nous avons eu l'opportunité, quand les pays de l'Amérique, le sud-est asiatique, dans les années 70, qui en ont profité pour créer la croissance, comment elle s'appelle, la Corée du Sud, etc. Oui. Nous n'avons pas justement profité. Parce que si on avait profité, on avait créé l'activité économique, on avait créé de l'épargne, on aurait absorbé ça et on aurait préparé les conditions pour pouvoir recevoir celle qui va venir. Or là, on n'a pas absorbé celle qui existe aujourd'hui et on n'a rien préparé pour faire face à celle qui va venir. Donc ça, ce sont des problèmes qui vont se surajouter à partir de 2030. On va dire une pression démographique nouvelle. Monsieur Ahmed Bimit, vous voyez, monsieur le président Bouteflika se voit président en 2030 ? Tel que c'est parti, il faut pas l'écarter. Tel que c'est parti, il faut pas l'écarter. Si on parle du 5e mandat, voilà. 2030, il aura quel âge ? Il sera centenaire. Il sera centenaire, au moins. Il sera centenaire, au moins. Donc, vous avez la réponse. La gouvernance de demain, est-ce que vous en parlez vous êtes présent dans beaucoup d'initiatives, vous soutenez tous les gens qui essaient de faire quelque chose, de faire bouger l'Algérie, qui essaient d'impliquer les Algériens dans le sort de leur vie de citoyen. Est-ce que vous, la gouvernance de demain, vous avez quelques jalons que vous proposez autour de vous dans les initiatives auxquelles vous participez? Tout à fait. Bon, d'abord, il y a la gouvernance politique. Donc, il faut les libertés individuelles et collectives. Il faut qu'elle soit là. Parce que rappelez-vous que lorsqu'on a commencé à parler du développement, on est passé par plusieurs étapes de définition du développement. La première fois, c'était la croissance économique. Et c'était là qui est dans la tête des gens qui disent on va investir dans les infrastructures pour créer de la croissance. Ensuite, on a dit non, il ne suffit pas de créer de la croissance, il faut la croissance et les institutions. Ensuite, on a dit qu'il faut qu'il y ait le développement durable, c'est-à-dire ce que nous consommons aujourd'hui, nous ne faisons pas contre les générations qui viennent. Or, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous consommons ce qui doit normalement rester aux générations futures. Nous sommes très loin donc du développement. Quatrième, c'était les libertés individuelles et collectives. Amartya Sen, le grand professeur économique indien, avait reçu le prix Nobel d'économie sur cette question-là. Ensuite, on est allé même à l'équité, c'est-à-dire qu'on ne laisse personne sur le trottoir lorsque le train de développement avance et ce que réalise quelqu'un est le fait de son effort et non pas d'acquis en dehors de son effort, c'est-à-dire la corruption, etc. Les effets de rente et la corruption. C'est ça le développement aujourd'hui. Or, nous sommes très loin dans le développement. Donc, moi, j'essaie d'expliquer, voilà les conditions qu'il faut créer pour créer le développement. Donc, construire des institutions, ne pas consommer au détriment des générations futures, donner les libertés, créer l'équité. Et bien sûr, les questions techniques, quand j'ai parlé, créer des fonds d'investissement, des banques d'investissement, des pôles régionaux d'investissement pour décentraliser totalement la décision d'investissement, lancer des monographies des régions pour savoir quelles sont les capacités régionales pour pouvoir investir. Tout ceci, on doit vous reconnaître vraiment, on doit vous reconnaître cette constance et cette persévérance dans la pédagogie du développement et de la bonne gouvernance. Vous avez le sentiment d'être...
parle pas des autorités, je parle du côté des gens qui viennent d'être écoutés. Tous ceux que je rencontre m'écoutent, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils eux-mêmes transfèrent le discours à un autre niveau? Je crois que oui. Mais je ne veux pas être prétentieux pour dire oui. Continuons de semer pour l'avenir. Vous semez aujourd'hui, vous récoltez demain. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bienvenue, c'est moi qui vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.